Huitième cours de problématique de l'enseignement des langues. Donc on a parlé pas mal de l'oral, on commençait à en parler en tout cas. Donc vous vous rappelez de nos quatre compétences, compréhension écrite, compréhension orale, production orale. Donc on a commencé par parler de la compréhension orale, puis de la production orale. Et maintenant on va parler de la compréhension écrite, puis de la production écrite. Donc on va regarder à nouveau une vidéo de Jean-Marc Defeil où il explique en fait un certain nombre de choses sur les rapports entre lecture et écriture. Évidemment, quand vous lisez, je veux dire, vous vous préparez à écrire. Vous commencez à prendre en compte l'objet textuel qui va vous servir de modèle en fait pour produire après des textes. Alors des textes, il y en a plein de variétés évidemment. Aussi bien des cartes postales, des mots qu'on s'envoie, des textos qu'on s'envoie avec son téléphone portable, des emails, des recettes de cuisine, des poèmes, des romans, etc. Il y a une multitude de types de textes et dans chaque type de texte, en fait, on va trouver des constantes qu'il va falloir arriver à repérer et à maîtriser. Par exemple, si vous voulez fabriquer un sonnet, bon, ben là, ce sera relativement simple. Vous saurez qu'un sonnet est composé de 4 quatrains et 2 tercets. Enfin, je ne me rappelle plus exactement la forme du sonnet. Mais bon, je veux dire, il y a des règles très très précises dans certains types de textes, comme il y en a d'autres qui sont moins précises dans d'autres types de textes. Et on apprend donc à fabriquer des textes qui correspondent en fait à des contraintes culturelles. Je veux dire, on va apprendre à fabriquer de la poésie, comme on va apprendre à fabriquer des romans, et à l'intérieur des romans, des sous-types de textes qui seront des descriptions, des dialogues, etc. Donc, quand on lit, on apprend à faire ce genre de choses, à dégager des constantes d'une typologie de texte, et puis à les transférer à de la production. Donc il y a toujours un gros rapport entre compréhension et production. Deuxièmement, fabriquer un texte et lire un texte, comprendre un texte, c'est pas simplement le déchiffrer. Vous verrez, en fait, on a fait plein de travaux évidemment sur les questions de l'apprentissage de la lecture, et en fait, lire, c'est pas déchiffrer, c'est pas produire du son à partir d'un ensemble de petites pattes de mouche imprimées sur du papier, hein. C'est pas donc oraliser un texte, mais c'est bien chercher des informations à l'intérieur d'un texte et produire du sens. Donc on va avoir plusieurs types de lectures, hein, des lectures et beaucoup de lectures seront ce qu'on appelle en anglais du scanning, donc chercher des informations à l'intérieur d'un texte, par exemple chercher quand est né Napoléon Bonaparte à l'intérieur d'une biographie, ou quand est-ce qu'il est mort à Sainte-Hélène, hein. Je veux dire, donc on va aller chercher des informations à l'intérieur d'un texte, ou alors on va pratiquer une lecture plaisir qui va procurer une certaine satisfaction esthétique. Par exemple, quand on lit un poème, on va chercher là la musicalité, en fait, la régularité, le respect des contraintes, comme dans la versification, en fait, la rythmique, par exemple, le fait qu'il y ait des alexandrins ou des octosyllabes ou des décasyllabes qui vont donner un certain rythme, en fait, à la versification. On va savourer les rythmes et on va éventuellement oraliser le poème, justement, pour en comprendre et en saisir la musicalité. Donc vous voyez que chaque fois qu'on lit, en fait, on va se préparer à écrire et on va avoir des types de lecture relativement différents. L'oralisation à partir de la lecture, c'est-à-dire le fait de prononcer quelque chose qui est écrit, hein, n'est pas une activité très très courante. C'est assez rare en fait qu'on prenne un texte et qu'on lise à voix haute pour quelqu'un. Je veux dire, et souvent, si on observe des lecteurs en train de lire, on va se rendre compte que ceux qui subvocalisent, c'est-à-dire ceux qui doivent passer par l'oral pour accéder au sens du texte, c'est-à-dire qu'ils lisent un texte et disent aujourd'hui je suis parti à... Donc on voit même leurs lèvres bouger, même s'ils ne produisent pas de son, on voit leurs lèvres bouger pendant qu'ils subvocalisent, c'est ça l'activité, la subvocalisation, hein. On voit leurs lèvres bouger et on voit qu'en fait ils mettent beaucoup plus de temps à accéder au sens à travers l'oral qu'à travers un balayage que font les lecteurs experts sans oralisation. Le texte est un outil, enfin la textualité et l'écriture est un outil fantastique d'accélération
en fait des connaissances, d'accélération de la synthèse des connaissances. Je veux dire, vous voyez, si vous êtes, bon, j'imagine que vous êtes tous des lecteurs experts vu l'endroit où vous en êtes de votre parcours universitaire. Si vous lisez le journal ou si vous vous informez par écrit sur l'Internet, vous lisez un journal sur l'Internet ou des nouvelles sur l'Internet, parallèlement, regardez un journal à la télévision et vous verrez qu'en fait, vous avez obtenu beaucoup plus d'informations en beaucoup moins de temps à travers la lecture qu'à travers ce qui est une forme orale, en fait, de journalisme. Donc, évidemment, l'écriture est un gain de temps fantastique et une synthèse, en fait, des connaissances et des informations qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'acquisition de connaissances et dans la construction de sens. Vous verrez qu'en fait, d'une certaine manière, en fait aussi, c'est l'écriture, enfin, vous verrez aussi évidemment que c'est l'écriture qui a rendu possible l'informatique, bon, l'imprimerie d'abord, hein, et la diffusion des textes à grande échelle, et aussi ensuite l'informatique et la recherche ultra rapide d'informations dans des très grosses bases de données. Donc voilà, donc tout ça rejoint en fait nos idées sur la compréhension écrite et la production écrite. On va écouter donc Jean-Marc Defeil sur ces sujets, et puis je reviendrai évidemment sur l'écriture et la lecture et l'apprentissage de l'écriture et la lecture. On passera aussi un petit moment probablement sur l'apprentissage des codes graphiques différents et bon, ce serait intéressant aussi à un moment ou l'autre de repasser sur les questions d'orthographe et en particulier l'orthographe du français et montrer évidemment comment on a des quantités d'informations en fait dans l'écriture du français qui ne sont plus vraiment nécessaires à la compréhension des textes, mais qui sont les traces d'une histoire de la langue. Donc tout ça sont évidemment des sujets passionnants qu'on va regarder, qu'on va essayer de regarder un peu plus en détail, au moins dans ce cours-là et peut-être dans un cours suivant. On retrouve donc, comme je vous l'annonçais, notre collègue Jean-Marc Defeil qui nous parle de la lecture et de l'écriture. Voilà, bon, c'est évidemment les cours de l'Université de Liège. Qu'est-ce qui est fondamentalement différent entre l'oral et l'écrit? Encore une fois, cela dépend, notamment de l'âge des apprenants, de leur niveau de scolarisation, des langues qu'ils pratiquent déjà et de leurs intérêts surtout. En général, je dirais qu'il ne faut pas opposer systématiquement l'oral à l'écrit, qui doivent être appris dans la continuité et la complémentarité pour une maîtrise intégrée de la langue. On invoque souvent la complexité de l'orthographe en français, c'est aussi le cas en anglais, qui risquerait de perturber la bonne prononciation. En fait, exposer les débutants, y compris les enfants, aux mots écrits sans leur demander encore de les lire, permet de les familiariser sans risque avec les graphies, avant de passer à la pratique à un stade plus avancé. En effet, lire ne consiste pas à identifier des lettres, à les additionner et à former un mot, puis à combiner ce mot au mot suivant, et lorsqu'on arrive au point final, à former une phrase, et ensuite de suite, de phrase en phrase, à former un texte. Au contraire, quand nous lisons, nous saisissons les mots, les phrases et même des portions de texte de manière globale, quitte à revenir en arrière en cas de problème. Lire consiste aussi à émettre des hypothèses, puis à les vérifier et en émettre de nouvelles sur ce qu'on n'a pas encore lu. Cette démarche, qui nous permet, dès le début de la lecture, d'accéder au sens global d'un texte, est beaucoup plus rentable que la lecture notamment. Enseigner la lecture consiste donc à mettre en œuvre des stratégies, même au niveau le plus élémentaire, pour accéder au sens d'un texte. Ces stratégies sont nombreuses. La première consistera à s'intéresser au support, le journal, la revue, l'ouvrage, la circulaire, l'emballage, d'où l'extrait à lire est tiré. Et au contexte, l'actualité, les circonstances, les articles du même journal, les passages précédents et suivants dans un ouvrage, les annonces voisines sur le même tableau d'affichage, par exemple. Deuxièmement, on utilisera les connaissances antérieures des apprenants pour qu'ils puissent prédire la signification globale d'un document, anticiper la suite d'un texte avant même de l'avoir parcouru entièrement. Troisièmement, on encouragera les apprenants à faire des inférences et des hypothèses. Lire
c'est d'abord deviner. Il peut ainsi découvrir ce que ne dit pas encore le texte, c'est-à-dire ses informations indirectes, ses sous-entendus, ses implicites. Quatrièmement, on veillera à l'aider à surmonter la difficulté et à tolérer l'ambiguïté. Le bon apprenant ne se laisse pas déstabiliser par les difficultés occasionnelles qu'il rencontre dans le texte. Si un mot ou une phrase lui échappe, il continue sa lecture en comptant que sa signification se précisera par la suite. La cinquième stratégie, hiérarchiser les données. Il est important de savoir lire rapidement un texte pour avoir une idée générale du sujet qu'il aborde, pour en dégager les informations principales en négligeant les détails. Sixièmement, il convient de dialoguer avec le texte. Lors de la lecture, l'apprenant l'analysera et l'évaluera en l'interrogeant comme s'il avait un interlocuteur devant lui. J'aime bien cette idée de s'adresser au-delà du texte à la personne qui l'a écrit. C'est beaucoup plus stimulant. J'aimerais aussi insister sur la nécessité de varier les objets de lecture, que nous avons désignés ici par le terme générique de texte, et de rendre leur exploitation la plus fonctionnelle possible. Si l'enseignant invite ses apprenants à lire une recette de cuisine, cela devrait être pour qu'ils préparent le plat concerné. Si c'est le programme du cinéma le plus proche, c'est pour s'y rendre. Si ce sont les règles d'un jeu de société, c'est pour y jouer. Ces lectures doivent évidemment être les plus plaisantes possibles, notamment grâce à l'humour, à la littérature, au divertissement, et pas synonyme d'exercices difficiles et ennuyeux comme c'est parfois le cas à l'école. Il faut aussi que la lecture soit la plus proactive possible en la faisant déboucher sur des projets de communication orale ou de travaux d'écriture créatifs à partir de modèles ou de thèmes similaires. On en vient donc à l'écriture, le versant actif de la pratique de l'écrit. La lecture devrait donc enclencher naturellement l'écriture, n'est-ce pas? Exactement. Les apprenants ressentent souvent des blocages vis-à-vis de l'écriture qu'ils associent encore trop souvent à des devoirs ou à des épreuves qui ne servent finalement qu'à les évaluer. L'écrit aussi peut être spontané, quitte à commencer par de petits messages à laisser sur le frigo ou des cartes postales à envoyer à des amis. On doit tout faire pour rendre à la rédaction toute sa dimension expressive, au même titre que l'oralité, tout en mettant l'accent sur la variété des productions discursives et des situations de communication. Comme la lecture, l'écriture en langue étrangère réclame un apprentissage qu'il convient de structurer et de rendre progressif au cours des activités que l'on organise en classe. Pour faciliter l'écriture, on décompose généralement la rédaction d'un texte en 3 étapes au cours desquelles l'apprenant mobilise plusieurs types de connaissances et de compétences sur le plan référentiel concernant le sujet abordé, lexical, syntaxique, discursif et textuel. On commence d'abord par la planification ou la pré-écriture, étape pendant laquelle l'apprenant, seul ou en groupe, avec ou sans l'aide de l'enseignant, rassemble des informations, des idées et établit le plan de son texte. Lors du stade de l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire la mise en texte, il rédige en fonction d'un plan établi et se sert des données qu'il a rassemblées précédemment. Et enfin, le stade de la réécriture et de la révision, au cours desquels il relit ce qu'il a écrit et amende son texte avant et après l'avoir soumis à des tiers. En outre, l'enseignant aidera ses apprenants à bien comprendre le projet d'écriture. Aussi banal que cette recommandation puisse paraître, il faut s'assurer que l'apprenant ait bien saisi pour chaque tâche d'écriture qui écrit à qui, dans quel contexte, pour dire quoi, avec quel objectif. Notons que l'activité motive davantage si l'écriture est justifiée par un réel projet de communication, préparation d'un courrier ou d'un journal, et pas simplement par un exercice linguistique destiné au seul professeur. L'enseignant aidera aussi les apprenants à regrouper des informations, à établir un plan. Avant une tâche d'écriture, l'enseignant organisera une séance d'introduction au cours de laquelle les apprenants échangeront librement des impressions ou des informations concernant le thème de l'exercice d'écriture à venir. Il faut aussi leur fournir à ces apprenants des modèles textuels. Dans un premier temps, pour simplifier la tâche de l'apprenant, on lui proposera des structures de texte qu'il devra ou pourra suivre dans sa rédaction,
ou bien des introductions, ou bien des conclusions qui guideront et stimuleront son travail. Comme dans les autres cas, il faut dans les activités de production écrite autant insister sur le caractère fonctionnel de la rédaction que sur le plaisir qu'elle peut procurer à celui qui s'y livre. On s'efforcera donc d'associer l'écriture aux autres habiletés, à l'écoute à l'occasion d'exercices de prise de notes, à la lecture, des exercices d'imitation, de parodie, et à la parole, en préparant des dialogues ou en rédigeant des procès-verbaux. Alors il y a évidemment énormément de choses à commenter dans cette vidéo, parce qu'elle est très très dense en fait. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis très longtemps, en fait, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Probablement aussi des sujets plus polémiques aussi que l'apprentissage de l'oral finalement, parce que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture concerne aussi en fait les élèves, dont le français par exemple, et la langue maternelle. Vous avez vu qu'il y a eu une quantité énorme de débats en fait sur ce que c'est qu'apprendre à lire, qu'on entend régulièrement en fait dans tous les discours autour de l'école, que les élèves ne lisent plus, ou que la méthode globale a fait des dégâts, qu'avant c'était beaucoup mieux quand on apprenait le B à bas, etc. Tous les gens, même qui ne sont pas du tout des spécialistes de l'éducation ou qui n'ont aucune idée en fait de comment on apprend à lire et de comment on lit, ont un avis sur la question. Donc évidemment, il y a plein de choses dans cette vidéo qui mériteraient d'être analysées un petit peu en détail et sur lesquelles on reviendra. Vous avez d'ailleurs certainement vous aussi des avis sur les questions autour de la lecture et de l'écriture. Et vous allez avoir une pratique, vous avez déjà certainement une pratique de la lecture, vous allez avoir, si vous poursuivez, et même vous avez déjà, et vous aurez encore plus si vous poursuivez vos études, une pratique de l'écriture dans laquelle il faudra vous débrouiller. Donc, bon, je veux dire, il y a évidemment un enjeu important pour vous. Donc la première idée qui retient l'attention dans ce que dit Jean-Marc, c'est cette idée qu'il puisse y avoir une contamination en fait de l'oral par l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit va être, par exemple, l'écrit en français s'est écarté pas mal de l'oral, et en lisant, on pourra avoir une contamination de l'oral par l'écrit. C'est-à-dire que, par exemple, on va surcorriger sa prononciation. Quand on va avoir des mots comme été et était, on va accentuer encore un peu plus l'ouverture des voyelles. Ou on ne va pas savoir comment se prononcent les Chaldéens, par exemple, et on va dire les Chaldéens, par exemple. Voilà, c'est un exemple plus ou moins bon. Voilà, nous sommes, il y a toute une série d'exemples comme ça. Bon, je vous raconterai pas la blague que me racontait mon grand-père, qui était acteur d'opérette, pardon. Donc il disait qu'un jour on apprenait dans des cours de diction que le CHU se prononçait Q, comme par exemple dans les catéchumènes. Les catéchumènes sont là, et donc un jour évidemment c'est à l'inverse qui se produit, et donc ça donne lieu à un gag que je vous laisse imaginer. Donc vous avez aussi cette question de lecture globale et de lecture analytique. C'est-à-dire qu'en fait, on montre bien qu'en fait la lecture, même dans une langue qui est à base phonographématique, c'est où on écrit ce qu'on prononce, qui n'est pas une langue à base d'idéogrammes, donc où les sons sont transcrits en fait par des lettres, par exemple A, c'est A, creux, etc. Il y a des digraphes, il y a toute une série de choses qui font qu'on écrit, en fait, on transcrit une version de l'oral, une version éventuellement un peu ancienne de l'oral. Et on voit bien d'ailleurs quand après on travaille sur la phonétique, qu'on a que ça simplifie beaucoup les choses, de transcrire les choses avec un alphabet phonétique international, et on voit bien que dans les langues qui sont récemment transcrites, avec les connaissances qu'on a maintenant sur la phonétique, je pense par exemple à des langues comme le Bambara en Afrique, donc on voit bien que
on transcrit en fait les choses d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de l'oral tel qu'il est parlé. Ceci dit, quand on lit du français, on le lit en général de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur chaque lettre, mais on voit en fait les mots dans leur globalité. Donc c'est un peu le débat sur la lecture, l'apprentissage de la lecture avec la méthode globale et la méthode syllabique. Donc évidemment, on a pendant un temps un peu exagéré sur le côté global, en disant qu'il fallait lire les mots globalement, donc reconnaître leur silhouette, etc. On a beaucoup travaillé sur ça pendant une période. En fait, on est revenu à une version un peu plus raisonnable, qui est en fait la lecture analytique, c'est-à-dire qu'on commence par voir les mots globalement, et puis après on va descendre à l'intérieur des mots pour voir ce qui constitue les différents sons du mot. Par exemple, si vous travaillez avec une classe de maternelle sur les prénoms, vous allez avoir Jean, bon, vous en aurez probablement plus beaucoup, c'est mon prénom, vous allez avoir Jacques, vous allez avoir Julien, Justine, Juliette, donc vous allez systématiser en fait en vous rendant compte que le je se transcrit de cette façon-là, avec le J du français, qu'après il y a d'autres choses, qu'on va retrouver des constantes dans Juliette et dans Justine, il y aura la même première syllabe par exemple, donc là on va voir que le J-U ça se prononce Ju, etc. Et on va faire comme ça de la lecture analytique, c'est-à-dire qu'on va reconstituer en fait le système en analysant des mots dont on connaît la sonorité de façon globale. Donc c'est intéressant de travailler, de bien réfléchir à ces questions de global, d'analytique et de synthétique. En fait, la synthèse, c'est le contraire. C'est quand on apprend A, ça se dit A, B, ça se dit B, B plus A, ça fait bas, bas plus T, ça fait bat, ou T, E, A, U, ça fait tôt, le tout, ça fait bateau, etc. Donc, vous voyez que le processus d'apprentissage de la lecture synthétique est beaucoup plus coûteux et ne fait pas appel au sens, en fait, ne fait appel qu'à la combinatoire et ne fait pas appel directement au sens, et donc ça va être beaucoup plus laborieux de reconstruire du sens à partir d'un apprentissage de la lecture synthétique qu'à partir d'un apprentissage de la lecture globale et analytique. Donc ensuite vous avez ces questions d'hypothèse et d'hypothèse sur le sens et donc de support. Je veux dire. Donc on va apprendre là aussi, en fait, quand on apprend à lire, on va apprendre à interroger le support. C'est-à-dire que quand vous allez regarder un journal, je sais pas, j'ai ici par exemple un journal qui s'appelle Créative. C'est ma fille qui a acheté ça pour faire du point de croix et que sais-je encore, quelques broderies. Donc vous avez une couverture avec un titre, avec un certain nombre d'images, etc. Vous avez déjà des hypothèses, vous faites déjà des hypothèses sur ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce type de support écrit. C'est pareil, quand vous avez un roman, vous avez un certain nombre d'attentes et vous avez déjà quelque chose qui va guider vos premières hypothèses de sens. Donc on va essayer d'approcher le texte à travers un sens global, en fait, à travers une hypothèse et un horizon d'attente. On va créer d'ailleurs des horizons d'attente pour rendre la lecture intéressante. On va montrer par exemple la couverture du Chaboté, et on va dire voilà, à votre avis, de quoi ça parle, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Et donc la lecture et l'accès au sens, ça fonctionne toujours comme ça, à travers des hypothèses qu'on va vérifier à travers la lecture. Donc ça, c'est la question du support sur lequel on lit. Donc après, vous allez faire appel évidemment à des connaissances antérieures. Donc l'apprenant va se baser en fait sur des choses qu'il connaît, et vous allez voir évidemment que plus on lit, en fait, plus on a de connaissances antérieures et plus on a d'intertextualité. C'est-à-dire qu'on va retrouver de capacité à établir des rapports avec un intertexte, avec des textes qui sont connectés au texte qu'on lit. C'est-à-dire que si par exemple on a lu l'Iliade et l'Odyssée, on va en avoir des versions modernes avec des références à Ulysse, au voyage, etc. Donc les connaissances qu'on va avoir acquises vont nous permettre d'interpréter plus finement des textes nouveaux qu'on va lire.
L'exemple évidemment de la littérature universitaire, on est en plein dans l'intertextualité, puisque là on fait toujours référence en fait à d'autres textes. Comme disait Roland Barthes, en fait à tout texte, il y a toujours un prétexte, il y a toujours quelque chose qui existe avant en fait, et qui sert en fait à la compréhension des textes. Dans ce cas-là, d'ailleurs, on dit souvent qu'en fait les textes sacrés, que ce soit la Bible, le Coran ou d'autres textes sacrés, sont un peu des textes premiers en fait, qui vont nous servir à interpréter toute une série d'autres textes qui viendront après. Donc on a ces connaissances antérieures qu'on va utiliser, qu'on va réinvestir dans la compréhension du texte. Ensuite, on fait des inférences, on fait des hypothèses de sens, comme on l'a vu. Et enfin, il faut accepter, quand on lit, de ne pas tout comprendre. En fait, si on comprend tout, on n'apprend plus rien dans un texte, en fait. Et en gros, il faut qu'il y ait peut-être une dizaine de pourcents du texte qu'on ne comprenne pas pour apprendre des choses nouvelles. Et donc, il va falloir accepter, en fait, d'avancer un peu dans de l'inconnu, c'est-à-dire de faire des hypothèses de sens. Par exemple, je sais pas, je trouve un mot que je ne connais pas bien, enfin, ou un mot que j'ai oublié, comme par exemple cupidité. Je vais lire un texte ou dire les habitants de telle contrée sont caractérisés par leur cupidité. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Donc je vais avancer dans le texte et je vais comprendre que ça veut dire leur goût pour l'argent, par exemple. Donc là, en fait, j'ai avancé dans de l'inconnu. J'ai accepté de ne pas tout comprendre au départ pour que ça s'élucide par la suite. Ensuite, hiérarchiser des données, dialoguer avec le texte, c'est-à-dire chercher en fait différents points d'entrée et retrouver en fait ce que veut dire l'auteur à travers le texte. Donc ensuite, il y a la question de la fonctionnalité des textes, et ça c'est évidemment très important. Là on retrouve notre recette de cuisine. Si on lit une recette de cuisine, c'est pour la faire. Il faut qu'on lit en fait à chaque fois que c'est possible, et tout le temps si possible, il faut qu'on relie en fait le texte qu'on va lire avec l'action qu'il va susciter. Alors, je veux dire, on lit une recette de cuisine, c'est pour la faire. On lit une règle d'un jeu, la règle d'un jeu, c'est pour jouer à ce jeu. On lit une pièce de théâtre, c'est pour la mettre en scène. On lit un poème, c'est éventuellement pour le prononcer dans un spectacle ou au moins devant la classe. Donc on va avoir une exigence de fonctionnalité en fait des textes. Ensuite, évidemment, rendre la lecture le plus plaisante possible. Alors ça, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on part de loin. Et c'est là qu'il faut arriver à repartir, en fait, des textes que les élèves peuvent effectivement lire. Il n'y a pas de mauvais texte. Je veux dire, vous pouvez repartir de n'importe quelle bande dessinée, de n'importe quel texte de rap, de n'importe quel SMS, ou de n'importe quel jeu de mots, je veux dire, et il faut savoir faire feu de tout bois, en fait, et savoir faire feu de tout ce que les élèves vont utiliser pour de la lecture. Et vous verrez qu'ils en utilisent, en fait. On va dire qu'ils ne sont pas des bons lecteurs. On va dire qu'ils ne sont pas créatifs. On va dire des choses comme ça sur les élèves. En fait, quand vous regardez leur téléphone portable, vous allez voir qu'ils écrivent des messages à tour de pelle, et qu'ils en écrivent, oui, donc des stocks. Vous allez voir qu'ils sont créatifs parce qu'ils fabriquent des nouveaux acronymes ou des nouveaux éléments de style SMS, comme le deux mains ou autre, etc. Ils en fabriquent à peu près tous les jours, et les plus créatifs seront aussi les plus créatifs avec la langue standard. Donc rendre l'écriture plaisante et chercher donc des choses qui sont intéressantes à lire pour les élèves, même si c'est pas des choses qui sont à notre goût personnel, et même si on pense que c'est pas des choses qui font partie de la culture avec un grand C, c'est quand même de l'écrit, c'est quand même quelque chose qui va servir de point d'accroche pour rentrer dans de la lecture. Voilà. Et puis il faut éviter évidemment l'écrit qui ne sert qu'à être évalué, en fait, où donc là on s'adresse au professeur et pas à ses pairs ou pas à d'autres instruments, à d'autres collègues. Donc là aussi, il faut bien penser en fait au rôle que peuvent avoir les nouvelles technologies, parce que là les nouvelles technologies comme instrument de communication par écrit entre autres, et en produisant des textes, sont un instrument fantastique en fait pour rentrer en contact avec un autre public, et donc écrire avec un destinataire, un projet d'écriture et des objectifs. Donc vous avez toutes ces phases-là. Donc après, il faut travailler sur les différentes phases pour simplifier en fait
l'abord de l'écriture. Écrire, au départ, c'est pas une activité facile parce qu'on veut faire tout en même temps. En fait. Donc il faut apprendre à décomposer l'acte d'écriture en passant par la planification, la mise en texte, puis la révision des textes, comme ce que fait un scripteur expert. C'est-à-dire un scripteur expert il commence par recueillir des données, faire un plan, argumenter, élaborer son argumentation, la structurer en paragraphes, en chapitres, etc. Puis mettre tout ça en texte et enfin réviser le texte. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, qu'il faut faire le tour un peu pour voir comment écrire. C'est des choses qui vont vous servir à vous aussi dans la mesure où vous allez rédiger des devoirs, des textes, des rapports de recherche, des rapports de stage, des tas de choses que vous allez rédiger. Vous pouvez, je vous le garantis, vous pouvez beaucoup vous y amuser. Hein, je veux dire, on en parlera. Bon, je pense que j'ai beaucoup d'élèves qui s'amusent beaucoup en ce moment à écrire sur leur pays d'origine pour le cours de politique linguistique. Bon, on voit qu'ils ont plaisir en fait à écrire, à partager ça avec leurs collègues parce qu'ils parlent de leur pays ou ils parlent d'un projet qui leur tient à cœur ils sont bien passés dans l'écriture avec un vrai public qui les écoute. Alors du coup, évidemment, tout ça va nous entraîner à parler en fait du numérique et des impacts du numérique sur l'écrit donc de voir en fait comment finalement l'écrit a changé avec le numérique et comment les pratiques autour de l'écrit peuvent changer avec le numérique et comment on va les intégrer, en fait, comment on va s'emparer en fait, du numérique pour continuer à travailler sur l'écrit. Vous allez voir que ça va évidemment changer et renforcer en fait tous les projets d'écriture qu'on peut avoir. Le numérique, c'est d'abord de l'écrit, même si on voit aussi évidemment beaucoup de vidéos, de photos, d'images, etc. En fait, pour bien se repérer dans du numérique, eh bien, il faut certainement avoir des très bonnes compétences, le plus souvent à l'écrit. Donc, c'est pas du tout, le numérique n'est pas du tout un ennemi de l'écriture, ni quelque chose qui va faire régresser en fait la place de l'écrit. En fait, quand vous regardez, évidemment, bon là vous voyez qu'on s'est mis avec le confinement à faire des vidéos où on explique à l'oral un certain nombre de choses, on pourrait très bien le faire évidemment avec de l'écrit. Je serais peut-être un peu plus rébarbatif au départ, mais ça donnerait à peu de choses près les mêmes résultats. En plus, je veux dire, vous avez tout le temps maintenant des passages entre l'écrit, la vidéo, les photos, les sons, bientôt la réalité virtuelle, ou dès maintenant la réalité virtuelle. Et donc on est dans une espèce d'hypertexte, hein, c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de l'Internet. En fait, tout l'Internet est structuré comme un gros hypertexte, en fait, avec des liens entre des textes et d'autres types de documents, mais principalement quand même de la textualité. Je veux dire. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire en fait HTML, Hypertext Markup Language, le langage dont on sert le plus sur l'Internet, est un langage de l'hypertextualité. Donc, par définition, de la textualité augmentée avec les interconnexions entre différents écrits. Donc là, on va regarder un collègue du Canada. Ils sont géniaux aussi, ces collègues du Canada. Vous verrez après, quand on travaillera un peu sur la francophonie. Je veux dire que la francophonie, c'est heureusement pas uniquement la France, et que la France est loin maintenant d'être le centre de la francophonie, mais que c'est aussi plein de pays d'Afrique, et aussi bien évidemment le Québec, enfin le Canada, et la Belgique, et voilà, il y a un certain nombre d'autres pays francophones. Donc on a vu dans le module 2 quels pouvaient être les impacts positifs du numérique dans la classe de langue. Les experts interrogés ont évoqué la motivation des apprenants, leur motivation à produire des textes ou des vidéos de qualité, la possibilité de travailler avec leurs pairs, de collaborer et d'échanger avec eux avant, pendant et après la classe. Thierry Carcentier a mené dans les écoles primaires et secondaires québécoises de nombreuses études en lien avec les impacts du numérique sur le développement des compétences scripturales des apprenants. Dans cette vidéo, il vous expose les conclusions de quelques-unes de ces enquêtes. Donc on va écouter en fait ces conclusions en fait sur le numérique et son impact sur les capacités
scripturale des élèves et leur pratique d'écrit. Thierry Carsanti, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Montréal, vous détenez la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation et vous êtes également directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Par rapport au développement des compétences scripturales avec le numérique, alors à l'heure actuelle, il y a une multitude d'outils, d'applications qui permettent d'écrire aux autres, avec les autres, pour les autres. Quels peuvent être les impacts, oui c'est ça, quels peuvent être les impacts de l'utilisation de ces applications-là, de ces outils-là, sur le développement des compétences scripturales? Vous avez effectué des recherches aussi dans ce domaine-là. Oui, oui. D'abord, c'est un débat qui traite, c'est un sujet très sensible, je dirais, parce que plusieurs personnes que j'ai rencontrées, des experts, disent que les élèves ont besoin de sentir le crayon, le papier. Bon, nous, on s'est amusé, on a posé la question à des gamins qui nous disent bon, on n'a pas vraiment besoin de sentir ça. Hein. C'est des personnes plus âgées qui croient qu'on a besoin de sentir. Ouais, parfois, il y a certaines enquêtes qui sont diffusées dans les médias où on veut nous faire croire que prendre des notes avec un appareil électronique en classe, ben, on a de moins bons résultats. Mais quand on regarde comment les recherches ont été faites, on dit mais c'est absolument ridicule. On donne des ordinateurs à des jeunes qui ont jamais eu l'habitude de prendre des notes à l'ordinateur en classe. On leur demande de prendre des notes, mais on ne regarde pas ce qu'ils font. Et puis il y en a d'autres qui sont assis sagement devant et qui prennent des notes papier-crayon parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais ceux qui ont eu les ordinateurs, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ben, ils n'ont pas pris de notes. Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Et donc, on ne peut pas comparer la même chose. Celui qui prend des notes à l'ordinateur, il peut les partager, il peut les éditer, il peut remettre des choses, il peut déplacer des paragraphes. Et donc c'est faux, cette recherche qui a montré que, oui c'est vrai, quand on donne des ordinateurs de façon aléatoire en salle de classe, et qu'on ne regarde pas ce qu'ils font à l'ordinateur, même si on leur demande de prendre des notes, ben oui, on a de moins bons résultats. Mais quand on regarde ce qu'ils font, ben c'est parce qu'ils ne prennent pas des notes que les résultats sont moins bons. C'est pas la prise de notes à l'ordinateur qui est déficiente. L'objectif d'apprendre à écrire à l'école, c'est quoi? C'est d'apprendre à bien écrire, d'apprendre à écrire peut-être plus vite parfois, d'apprendre à écrire des textes plus longs. Les technologies, et bon, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, permettent peut-être d'écrire avec d'autres. Les études qu'on a faites sur le numérique, c'est tout à fait pour moi révélateur. On a regardé, au Québec, on a en fin d'année au lycée, des épreuves qu'on appelle gouvernementales où les élèves doivent faire une rédaction avec un certain nombre de mots et des paramètres et tout. Cette rédaction, ils ont beaucoup de temps pour la faire. On parle par exemple pour les plus jeunes de l'an 6e de 500 mots, c'est relativement court, mais on leur donne 3 heures pour faire ça, 3 heures pour réviser leur texte, le retravailler. Ce qu'ils font avec papier-crayon, les élèves, vont se relire, vont corriger certaines fautes. Combien vont tout reprendre pour déplacer un paragraphe dans leur composition? Alors sur l'étude qu'on a faite auprès de plus de 2000 élèves, aucun. Aucun, parce que pour eux c'est inadmissible, on est jeunes, on a 13-14 ans, on ne va pas tout effacer pour remettre un paragraphe en haut. Ceux qui font la même dissertation avec les outils numériques, ils vont non seulement corriger leurs fautes, etc., mais vont aussi déplacer des phrases, déplacer des paragraphes, restructurer des éléments du texte, ce que les autres ne font pas. Donc, il y a un potentiel. Maintenant, c'est pas parce que le potentiel est là que les jeunes vont le faire nécessairement. Le rôle de l'enseignant est très important. Les technologies aussi, ça permet l'écriture collaborative. Avant, ce n'était pas possible. Il y a des outils maintenant qui permettent d'écrire un texte à plusieurs. Des outils qui permettent à l'enseignant de voir qui a contribué au texte collaboratif aussi, au texte collectif. On a mené une expérience aussi, on a des jeunes qui sont en difficulté en français, justement sur une plateforme toute simple, où ils rédigent 2 heures par semaine, en plus de leur cours régulier. Et la personne qui les aide au niveau d'écriture, comme elle est plus rapide, c'est une enseignante, et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des commentaires, qu'elle peut gérer jusqu'à 8 élèves en même temps. Donc les élèves sont en grande surcharge cognitive, ils écrivent un texte, et il y a l'enseignante qui de temps en temps vient mettre un commentaire en posant des questions, et puis certains de cet accord, vous avez pu vérifier ça. Et donc les élèves gardent des traces aussi, donc ils commencent en début d'année, ils voient qu'au début il y a plein de fautes, il y a plein de commentaires, et ils voient qu'au fil des mois, au fil des semaines, ils écrivent plus vite. Et c'est ce feedback finalement qui est donné par l'enseignante
qui les aident à devenir de meilleurs scripteurs aussi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est pas les technologies comme une panacée pour le remède au problème d'écriture, parce qu'il y en a en France, il y en a au Québec, il y en a partout. Ce qu'il faut voir, c'est comme un outil il y a un immense potentiel qu'il faut savoir actualiser. L'écriture collaborative, c'est tout un monde à découvrir pour les jeunes, et ça permet. C'est pas que ça donne une pause à l'enseignant, ça permet d'aller chercher le feedback d'autres personnes aussi. Pourquoi en salle de classe, au jeune modèle, il n'y a que l'enseignant qui doit donner du feedback? Pourquoi pas les autres élèves aussi? D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut dire que l'usage des technologies est une incitation à la qualité des productions écrites? Est-ce que ça a un impact sur la qualité également? Quand on sait qu'on va être lu par ses pairs et plus seulement par son prof, est-ce qu'on a envie de mieux écrire ou de prêter plus attention? C'est ça, donc la technologie, pas nécessairement, mais si on dit aux élèves que votre texte sera diffusé, là, à ce moment-là, tout à fait, là, on est tout de suite porté à porter plus attention. Et plusieurs études que nous avons réalisées l'ont clairement montré. Le fait de travailler justement avec le numérique et de savoir que ce sera public après, et même chez les tout petits, quand on voit qu'il y aura des choses qui sont mises sur Twitter et que tout le monde pourra lire et tout, donc à ce moment-là, on veut vraiment faire un plus grand effort. Donc il y a cet aspect de visibilité sociale où est-ce qu'on finalement faire quelque chose pour son enseignant, ça va, c'est bien, mais faire quelque chose qui sera public pour ses pairs, on sera porté à mettre plus d'efforts. Il y a aussi le fait que les technologies permettent plus facilement de mettre plus d'efforts. J'ai dit tout à l'heure, une copie papier, devoir tout refaire, c'est embêtant pour un élève, c'est motivant, il faut faire un tout recommencer, alors qu'avec le numérique, c'est pas compliqué, on prend le paragraphe, et nous, on a observé avec des vidéos des élèves en situation d'examen qui faisaient une dissertation, et on a vraiment vu ces élèves qui déplacent des phrases, qui vont déplacer des paragraphes quand ils se relire. Donc, on dépasse réellement la simple correction, parce qu'on va corriger certains accords qu'on a oubliés, etc. Là, on voit vraiment des élèves qui retravaillent la structure du texte, la syntaxe. Et ça devient vraiment intéressant. Les technologies permettent aussi, au niveau de l'enseignant, au niveau du feedback, quelque chose de tout à fait novateur. Souvent, on voit dans des, je ne sais pas, en tout cas au Québec, dans les dissertations, c'est marqué reformulé. Alors l'élève voit ça, on a interrogé les élèves là-dessus, puis les élèves ne savent pas quoi faire avec ça. Bon, ils comprennent que c'est mal formulé, on leur donne pas de modèle, on leur donne pas d'indication, donc ils reformulent sans trop savoir par où aller. Alors, parce que s'ils avaient su du premier coup que c'était mal formulé, peut-être l'aurait-il fait autrement. Mais les technologies permettent de donner des exemples. Donc on peut des fois, si on corrige de façon numérique, mettre un lien vers la petite leçon où est-ce qu'on a montré finalement comment structurer la phrase, comment faire ci, comment... Et donc, ces exemples-là sont intéressants. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Vous voyez en fait que bon, après déjà pas mal d'années en fait de micro-ordinateurs, puis de tablettes, etc. Bon, on a toujours un peu les mêmes discours en fait, où les tenants de l'ancienne pédagogie ou des anciennes pratiques autour de l'écrit vont dire ah ben non, ces instruments sont horribles, ça fait régresser l'orthographe, on n'écrit plus comme avant, on fait beaucoup plus de fautes, voilà, on n'écrit plus quasiment, je veux dire, il faut sentir le papier, etc. Pour pouvoir écrire, etc. Alors, évidemment, tout ça, il faut la plupart du temps. On peut se poser un peu la question sur la mémorisation qui peut s'effectuer par le canal synesthésique, c'est-à-dire la mémorisation du geste de l'écriture qui va permettre en fait éventuellement de se rappeler d'un certain nombre de choses, d'associer la production d'écrit à un autre canal qui soit non seulement le visuel mais aussi le gestuel, non seulement le visuel et l'intellectuel mais aussi le gestuel. Donc c'est évidemment, bon, il reste certainement quelques petites choses qu'on va perdre si on perd complètement l'écriture manuscrite. Bon, il y a un certain nombre d'États aux États-Unis là où on ne pratique plus l'écriture manuscrite, c'est-à-dire qu'on apprend à écrire que sur un clavier ou sur un clavier tactile, on n'apprend plus du tout à utiliser un papier et un crayon. Donc là, on va certainement y perdre quelque chose, ça fait peur à beaucoup de monde, bien entendu, mais c'est probablement pas l'essentiel. On voit que, en fait, de tous les progrès qu'on a eus autour de l'écrit,
que ce soit l'invention de l'imprimerie, puis ensuite bon, la grande diffusion de l'écrit à travers justement l'écrit imprimé, l'offset, etc. Puis maintenant la révolution de l'informatique, hein, et bien évidemment la révolution de l'informatique connectée change complètement en fait notre rapport à l'écrit et nos capacités d'y travailler, de le corriger, de le produire, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on est allé dans un sens de plus grande démocratisation, en fait, de l'écrit. Quand on passe des copistes, donc qui recopient des textes sacrés ou des traités de médecine, etc., dans des abbayes, donc on n'a qu'un seul exemplaire ou quelques exemplaires recopiés à la main d'un livre, évidemment, ça ne favorise pas une diffusion de masse et c'est pas très démocratique du point de vue de l'accès au savoir. Quand on va avoir l'imprimerie, eh ben, on va avoir évidemment une grosse explosion des bibliothèques et de l'accès à l'écrit. Maintenant, en fait, on en est encore un peu au-delà de tout ça. Avec l'informatique, on a l'Internet, où on a accès à des quantités énormes d'informations et d'écrits, à tel point évidemment qu'il va falloir devenir capable de les trier, de connaître leurs sources, etc. C'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas évidemment avec l'informatique et l'Internet. Quoi qu'il en soit, il se passe des choses intéressantes. Vous voyez par exemple cette question de retravail des textes à travers la matière textuelle de l'informatique. On va évidemment déplacer un paragraphe, restructurer une phrase, restructurer complètement un texte, lui donner une apparence aussi beaucoup plus professionnelle. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, quand j'écris avec un ordinateur maintenant, bon, bah, évidemment, je restructure beaucoup plus facilement mes textes, je déplace des paragraphes, je déplace des chapitres, je fais un montage, en fait, un peu comme au cinéma, en fait, des éléments textuels que j'ai pu écrire. D'autre part aussi, bon, non seulement je fais ça, mais ça me permet de prendre une certaine distance par rapport à mon texte, parce qu'il apparaît tout de suite comme un objet beaucoup plus fini que quand je devais l'écrire à la main, et bon, où je voyais toutes les fautes de frappe, tous les moments où j'avais hésité dans le tracé d'une lettre, etc. Bon, là, c'est plus du tout le cas avec le côté très très propre du texte informatique. Donc vous voyez que le remaniage des textes, la capacité à écrire et à produire des textes achevés, l'informatique pour ça va beaucoup plus loin. On n'en sortira plus de toute façon. Je veux dire, évidemment, on peut regretter qu'on puisse plus écrire sans avoir de l'électricité et au moins un petit outil comme un téléphone portable ou une tablette ou un ordinateur ou que sais-je encore. Je veux dire, on peut le regretter, mais il est très probable qu'on n'en sortira plus à moins d'une catastrophe majeure qui nous prive complètement d'électricité et des matériaux nécessaires pour fabriquer ce genre de machine. Donc il est clair qu'on va plus retourner en arrière, comme on n'est pas retourné en arrière depuis qu'on a inventé l'imprimerie. On n'a pas arrêté de progresser, même si on peut mettre plusieurs guillemets autour de ce mot-là, dans ce domaine. Donc bien évidemment, la question n'est plus de se poser si on peut se passer de l'informatique et de l'Internet, parce qu'on est dedans de toute façon. La question est de ne pas se laisser berner évidemment complètement par les fabricants de matériel qui poussent beaucoup à la roue, éventuellement à des investissements plus ou moins utiles pour les écoles et ainsi de suite, mais donc d'utiliser intelligemment l'informatique et l'Internet et de développer notre esprit critique pour être capable de voir d'où viennent les informations qu'on trouve sur tous les types de réseaux. Voilà, donc aussi vous avez vu qu'en fait maintenant, bon, on en a parlé un petit peu déjà, et c'est évidemment les usagers qui sont les producteurs de contenu. Donc c'est la force des réseaux sociaux, par exemple. Dans les réseaux sociaux, ce sont les utilisateurs qui produisent les contenus. Il n'y a plus du tout de centralisation en fait de la rédaction. Donc ça montre bien en fait qu'il y a un développement de la production scripturale, éventuellement de très mauvaise qualité, hein, ça dépend, comme elle peut être très bonne aussi. Il y a un développement de toute façon de la production scripturale des utilisateurs et une décentralisation et une démocratisation de la production d'écrits.
Donc voilà, la production d'écrit et la lecture ont de beaux jours devant eux. Voilà, alors un dernier petit point en fait pour cette vidéo sur l'écrit et l'écriture et la compréhension écrite, la lecture. C'est la question de la littérature dans les classes de français langue étrangère. Donc vous le savez, on en a déjà un peu parlé en fait, on a utilisé au départ beaucoup la littérature en fait pour l'enseignement du français, et en fait le modèle de texte c'était le texte littéraire, le roman, le poème, le texte en fait de style soutenu qui servait de modèle. Et les principaux exercices au début des méthodes traditionnelles, c'était le thème et la version de texte littéraire. Après, on a connu évidemment plein d'époques en fait dans la didactique du français langue étrangère où le texte littéraire a été utilisé avec plus ou moins de bonheur ou a cessé d'être utilisé en fait dans l'enseignement du français langue étrangère. Donc, on va regarder ce que va nous dire notre collègue de Bruxelles, hein, Anne-Rosine Delbar, sur l'utilisation de la littérature dans des classes de français voilà comment la littérature a eu des places différentes. Anne-Rosine Delbar, bonjour. Selon les vous êtes donc professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes une spécialiste de la littérature en didactique du français langue étrangère et également de littérature migrante. Alors, merci à vous de participer à cette conversation. Et la première question que je vous poserai, c'est de savoir quelle est la place précisément de la littérature dans l'enseignement du français à un public gallophone. Merci tout d'abord de votre invitation à prendre la parole sur cette thématique effectivement qui nous touche, qui m'intéresse depuis un certain temps. La place à accorder à la littérature dans l'enseignement-apprentissage du français est une question qui préoccupe les didacticiens depuis un certain temps, en particulier pour ce qui est du français langue étrangère. Il faut savoir que la littérature est très présente dans l'apprentissage du français, dans la méthode qu'on appelle méthode de grammaire-traduction. La langue s'apprenait sur le modèle en fait des langues anciennes à partir d'un texte littéraire. Le développement de la linguistique, le structuralisme américain, a amené une autre vision de l'apprentissage des langues étrangères. Et cette autre vision a jeté, si je puis dire, le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on n'a plus fait du tout de littérature dans un second temps de la réflexion méthodologique. On a tout axé sur des exercices grammaticaux, sur l'approche purement linguistique dans l'apprentissage des langues. Et comme toujours, l'évolution se rend compte de ces excès et l'approche communicative va ramener peu à peu la littérature dans le giron d'enseignement-apprentissage du français. Mais comme le montrent les chercheurs, et encore dans les années 2000, on se rend compte que cette présence de la littérature s'est faite de manière très modeste, principalement par la poésie, et surtout comme une manière d'illustration aussi de l'apprentissage grammatical. On n'apprenait pas le texte littéraire avec cette dimension littéraire. Ce qui fait dire à certaines chercheuses qu'au fond c'est un saupoudrage, des bigarrures, bref, le texte littéraire vaut la peine qu'on s'y intéresse avec une dimension littéraire. Et voilà, c'est ce à quoi nous nous employons maintenant quelques-uns dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. Très bien. Et compte tenu de cette histoire que vous venez de rappeler, quel est le rôle, d'après vous, qu'il faut donner au texte littéraire en classe de FLE à l'heure actuelle? Bien. J'aime bien, quand je réponds à cette question, reprendre un article de Vincent Louis, que nous connaissons bien tous les deux. Vincent Louis, dans une revue belge qui s'appelle Français 2000, qui était en fait la revue des professeurs de français, qui s'appelle aujourd'hui Français dans le mille, énonce 3 pistes didactiques possibles pour l'enseignement-apprentissage de la littérature et le rôle de la littérature dans l'enseignement-apprentissage. Premier rôle de la littérature, c'est que, en fait, on lit, on fait lire pour faire écrire. La littérature sert de modèle. Le texte littéraire offre des modèles à imiter. Et prétexte, si vous voulez, à l'écriture. C'est une première orientation, et on assiste, si vous voulez, là, à un va-et-vient entre
entre la lecture et l'écriture. Une deuxième piste possible, à une dimension plus, disons, anthropologique, le but du texte littéraire, ce serait de faire découvrir la culture. Et c'est vrai que le texte littéraire offre peut-être l'expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par une même communauté. Donc le texte littéraire permet l'accès à des codes sociaux, à des codes culturels. Et en cela, il bénéficie évidemment dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et bien sûr d'une nouvelle culture. Alors, et c'est vrai que de ce fait, on peut se dire que le texte littéraire participe à ce qu'on appelle aujourd'hui une pédagogie de l'interculturel. C'est un bon outil pour pratiquer cette pédagogie de l'interculturel. Le dernier objectif possible pour justifier la place du texte littéraire dans la classe de langue, c'est que le texte littéraire est un moyen de former de vrais lecteurs. Introduire le texte dans la classe doit aussi avoir cet objectif-là. Trop souvent, la lecture en français langue étrangère, ou en langue étrangère de manière générale, se cantonne au micro-linguistique. L'élève ne recourt pas suffisamment au contexte. Donc il n'a pas les stratégies, il n'utilise pas les stratégies qu'il utilise en langue maternelle, en langue étrangère. Et c'est cette dynamique-là qu'il faudrait présenter en classe de FLE aussi. Le lecteur peut avoir une attention globale du texte. On ne doit pas se buter sur le premier mot de vocabulaire qu'il ne comprend pas. Il doit se servir du contexte, des choses qu'il connaît, qui appartiennent à son bagage culturel, en dehors du texte littéraire. Et c'est cette manière-là d'aborder le texte littéraire en classe de langue qu'il faudrait aussi, disons, valoriser et bien sûr pratiquer. Donc trois rôles, lire pour écrire, lire pour avoir accès à un message culturel et lire pour, avec des stratégies de lecture, devenir de vrais bons lecteurs en langue étrangère. Voilà les trois rôles principaux que je vois à la littérature en classe. D'accord. Et justement, on parle beaucoup de textes en français simplifié pour les apprenants, pour leur permettre d'accéder petit à petit à la littérature dans la langue cible, mais également à une pratique de la langue de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces textes en français simplifié? Alors, il faut savoir que c'est vrai que ces textes n'ont pas suscité l'engouement dans le monde didactique. J'ai par exemple moi aussi mis de grandes réserves à l'UNISA parce que principalement ils ne répondent à aucun des trois objectifs dont on vient de parler, aucun des trois rôles qu'on peut assigner à la littérature en classe de langue. Et d'ailleurs c'est vrai que ces textes sont en général un exercice que le professeur peut donner en dehors de la classe, mais ils ne participent pas du tout à la classe. Madame Delbar, une dernière question. Elle portera sur les écrivains qui ont eux aussi, comme les apprenants qui sont dans la classe, qui ont eux aussi appris la langue française avant de l'utiliser pour leur travail d'écrivain. Et quelle est la place de ces littératures, que vous appelez des littératures FLE, dans l'enseignement du français langue étrangère? Une grande place, je pense. Ces écrivains qui ont adopté le français alors que pour écrire, ce n'était pas leur langue maternelle, qui possèdent à tout moins d'autres langues, sont vraiment, je crois, des auxiliaires précieux, voilà, littérature en classe de FLE. Ils ont souvent traité dans des entretiens, des essais, des autobiographies ou même des fictions, de la problématique de l'écriture dans une langue autre que la langue maternelle et de leur rapport avec la langue maternelle provisoirement ou complètement délaissée. Leurs écrits, leurs discours même, sont vraiment révélateurs d'un certain nombre de situations que rencontrent les apprenants eux-mêmes. Donc on peut, grâce à ces écrivains, s'intéresser dans leurs écrits à ce qui relève, si vous voulez, de ce qu'on appelle en didactique du FLE des biographies langagières, du rapport de
l'expression de son rapport aux langues, de son vécu langagier. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant aussi chez ces écrivains, c'est d'observer dans leurs œuvres, d'un point de vue littéraire cette fois, les conséquences du bilinguisme et du biculturalisme sur leur production littéraire, tant au niveau des histoires racontées, tant au niveau thématique qu'au niveau stylistique. Un certain nombre de très récurrents se dégagent, un certain nombre d'éléments à faire observer qui peuvent interpeller nos apprenants FLE et donc leur donner peut-être l'envie davantage de lire. Hein, c'est un des objectifs prioritaires, un des trois objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'il est intéressant, dans la motivation des apprenants, de montrer que le français est parlé partout dans le monde. Que la langue qu'ils vont apprendre, ce n'est pas une langue marginalisée, mais c'est une langue qui peut se retrouver vraiment sur les 5 continents. Donc du côté des motivations, là, on a un bon outil. D'accord. Et bien nous terminerons sur cette stimulante proposition. Encore merci d'avoir participé à ce projet et au plaisir de vous lire dans d'autres circonstances. Alors. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc bien évidemment, la littérature est de retour dans la classe de français langue étrangère, avec ce statut un peu particulier de document authentique. En fait, toute œuvre littéraire est un document authentique, donc qui va permettre en fait de lire pour écrire, donc d'une certaine façon d'être un modèle pour l'écriture, entre guillemets, ou de se rattacher en fait à un certain nombre de pratiques d'écriture ou de courants culturels. Ça permet aussi de mieux comprendre en fait la société qui a produit ces textes-là. On parlait il n'y a pas très longtemps, donc par exemple de l'Oulipo, des surréalistes. J'ai utilisé en fait les contraintes des contraintes utilisées par l'Oulipo pour produire des textes, que ce soit des romans, de la poésie ou autres. Travailler avec les jeux des surréalistes, ça permet de se reprojeter en fait dans ces courants littéraires, de mieux les connaître et de les comprendre de l'intérieur d'une certaine façon. Donc on peut lire pour écrire, hein, et on peut lire pour écrire et se rattacher à des courants culturels. On peut lire pour faire découvrir la culture, donc à ce moment-là, le document littéraire, le texte littéraire prend pleinement sa valeur de document authentique, c'est-à-dire qu'on va découvrir, en fait, grâce à la littérature, des cultures différentes, des modes de vie différentes, des pratiques culturelles ou des pratiques discursives différentes. Je ne sais pas si vous lisez des écrivains africains comme Birago Diop ou Léopold Sédar Senghor ou Amadou Hampâté-Bâ. Voilà, vous allez découvrir toute une série de choses en fait sur la culture africaine de l'époque dont ils parlent, enfin dans l'époque dont ils sont issus. Je veux dire, comme vous pourriez les découvrir à travers du cinéma de différents pays. Mais évidemment, on va avoir non seulement, bien sûr, les images et le récit, mais aussi le style et le lexique et tout ce qui fait la littérature. On peut aussi lire pour apprendre à bien lire, donc lire comme un exercice en fait de mémorisation, de capacité de développement de la lecture. Donc comme le dit Roselyne Delbar, on voit bien que on a au moins ces 3 premiers objectifs-là qui sont très très clairement des objectifs pour l'usage du texte littéraire. Mais clairement, en fait, évidemment, le rattachement aux pratiques culturelles d'une époque, à des courants culturels, comme ce qu'on a vu à travers le surréalisme, l'Oulipo, écrire à la manière d'eux, vont être des choses aussi intéressantes à travailler. Évidemment, on pouvait s'en douter, nos collègues littéraires ne sont pas pour les textes en français simplifiés, tout simplement, évidemment, parce que c'est de l'édulcoration en fait de textes, et ça ne permet pas vraiment de saisir, en fait, de travailler sur tous les différents aspects qu'on a vus. Donc, on n'écrit pas dans une langue simplifiée, on réécrit, donc on n'est pas dans le lire pour écrire.
À travers la simplification aussi, on perd quelque chose de la culture et de la densité du texte, évidemment. Donc, bon, c'est probablement un peu une perversion de l'écriture, c'est un texte en français simplifié. Mais bon, si ça peut permettre de commencer à avoir accès à certaines œuvres, pourquoi pas, quitte à revenir après sur le texte original et authentique. Voilà, enfin, donc on a cette idée en fait qu'on peut travailler aussi à partir des écrivains qui écrivent en français alors que le français n'est pas leur langue maternelle et qui vont parler leur expérience d'écriture littéraire, de la façon dont ils sont appropriés le français et dont ils sont mis à y écrire. Et là, évidemment, je pense que ça va être très très motivant pour des apprenants d'une langue étrangère de voir qu'on peut arriver à un tel niveau de maîtrise, évidemment, de la langue, et de voir comment on peut aussi se reconnaître dans une langue qui n'est pas forcément la sienne. Alors, je pense évidemment à toute une série d'écrivains comme Vladimir Nabokov, par exemple, qui commence par écrire en russe, puis qui va venir s'installer en Suisse et qui va écrire en français, puis aux États-Unis et qui va écrire en anglais. Dans sa carrière, il a écrit dans 3 langues quand même assez différentes. Je veux dire, mais on a plein d'exemples, évidemment, d'écrivains qui se sont appropriés le français, que ce soit qui ont vécu en français et fait de la grandiose littérature en français dans le Maghreb, en Afrique noire et dans bien d'autres pays, en fait. Donc on en reparlera éventuellement dans les prochaines vidéos. Voilà, le temps est venu de conclure cette vidéo sur la lecture et l'écriture. Donc j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous parle un petit peu. Et puis voilà, donc on a plein de pistes de travail en fait à travers de la littérature, à travers les nouvelles technologies. Voilà, et donc c'est vraiment une partie passionnante de l'enseignement, cet enseignement de la lecture-écriture. Merci, bonne soirée, bonne fin de soirée, il est très tard là chez moi, ou alors bonne continuation en tout cas, et à très bientôt.